Bonsoir. Le paranormal, cet univers sombre et mystérieux, hante l'imaginaire collectif depuis la nuit des temps. Il regroupe des phénomènes inexplicables qui semblent défier les lois de la nature et de la raison. Partout dans le monde, des récits glaçants témoignent d'expériences terrifiantes, laissant ceux qui les vivent avec une peur indélébile et des questions sans réponse. Le paranormal ne se contente pas de fasciner, il suscite un frisson, une angoisse et parfois un sentiment de danger imminent. Il nous pousse à entrevoir l'idée que l'inconnu pourrait dissimuler des forces bien plus sombres et menaçantes que ce que nous pouvons imaginer, ébranlant nos certitudes et éveillant nos peurs les plus profondes. Ce soir, je vais vous raconter une histoire, un témoignage d'événements qui se sont passés dans une maison, du paranormal ou autre. Ce témoignage regroupe des événements incompréhensibles qui se sont passés. Est-ce véridique ? Est-ce uniquement l'imagination de la personne qui nous la raconte ? Je vous laisserai en juger à la fin de la vidéo. J'avais 2 chattes il y a encore peu de temps. Celle de 15 ans est malheureusement décédée depuis quelques semaines, fin septembre, d'un cancer généralisé. Lors de notre mission humanitaire, c'est ma fille qui les gardait chez elle. Nous les avons récupérées à la maison seulement 3 mois après notre emménagement dans notre nouvel appartement. Un retour de mission est toujours chaotique et difficile. Durant ces 3 mois, nous n'avons vécu strictement rien d'étrange. Avec le recul et la succession d'événements, en fait, oui, il y a quand même eu un truc très particulier dans notre installation. Mais aujourd'hui, je ne l'inclurai pas dans cette suite d'événements inexplicables, car pouvant relever de l'ordre du possible d'une simple mais méchante série de malchances. Je vous explique tout de même en 2 mots de quoi il s'agit, car il y aura une suite bien plus tard et infiniment plus étrange. À notre retour, nous avions racheté des électroménagers d'occasion dans un magasin de reconditionnement. Au cours des premières semaines, nous avons dû faire changer 1 fois la cuisinière et 2 fois le frigo. Il tombait en panne au bout de quelques jours. Nous avons alors mis toute cette malchance sur le dos du magasin et en avons même fait une très mauvaise publicité. Le propriétaire, lui, était totalement abasourdi et soutenait avec beaucoup de véhémence que cela ne lui était jamais arrivé. Qu'une seule panne était déjà très rare. Alors 3 qui s'enchaînent les unes après les autres. Cerise sur le gâteau, le 3e frigo, celui que nous avons toujours, vous verrez plus tard l'événement ahurissant auquel il est lié, a lui aussi été dysfonctionnel dès le lendemain de sa livraison. Mais comme ce n'était que le système de lumière interne qui avait arrêté de fonctionner, non pas l'ampoule, nous avons abandonné et l'avons gardé. Bref, revenons à nos moutons. Quand les chats arrivent, nous remarquons rapidement un comportement particulier chez eux. Anne et moi le constatons avant même de s'en parler. Notre appartement, très standard, est constitué d'une grande pièce, salon-cuisine, d'où part un couloir d'une 20aine de mètres avec 5 portes tout le long, pour la salle de bain, une salle de lavage et les 3 chambres. Nous occupons, notre garçon et nous, les 2 chambres du fond, face à face. Nos chats, eux, s'installent très bien et très vite. Ils trouvent leur coin, leurs préférences et adoptent leur nouvelle maison sans aucun signe d'inquiétude ou gêne et encore moins de crainte. Puis rapidement, l'un comme l'autre, quand ils sont dans le salon et passent devant le couloir, ils figent et fixent le fond du corridor. C'est loin d'être systématique, mais ça arrive régulièrement. Ils déambulent puis s'arrêtent net, comme s'ils voient ou entendent quelque chose, toujours dans la même direction, vers le fond du couloir. Puisqu'il n'y a jamais rien de visible, pas même d'insectes virevoltants, nous pensons évidemment à de simples bruits, à peine audibles pour nous, peut-être du voisinage, sûrement. Et de temps en temps, comme beaucoup de chats, il leur arrive aussi de regarder passer doucement l'invisible au plafond. Comme vous le constatez, rien de bien extraordinaire ici. Mais cela dit, ça s'est produit si souvent et si régulièrement que nous avons éprouvé le besoin, ma conjointe et moi, d'en parler avec humour pour nous rassurer. On s'est dit heureusement que nous sommes dans une bâtisse neuve, sinon ce serait quand même un peu bizarre, et puis c'est tout. Mais c'était juste l'acte 1, nous avons brusquement basculé dans autre chose et de bien plus concret. Alors que le comportement de nos chats continuait de façon presque banale, l'irrationnel, le vrai, sans aucun sens, nous est tombé dessus un matin de février, à peu près 1 mois plus tard. C'est un jour de semaine, tôt le matin. Comme d'habitude, je me réveille quelques instants avant l'alarme. J'ai les yeux fermés, j'émerge. Au bout de quelques secondes, j'entends très distinctement un surprenant son de cloche, net et bref, comme un gong aigu et léger, provenant de la pièce même ou tout juste de l'autre côté de la porte. Il se produit une seule fois, mais fort, et résonne un peu.
Ce son est particulièrement incongru, dans notre chambre, à 6h30 du matin, alors que tout le monde dort. Déconcerté, je sors brusquement de ma somnolence. Sans réfléchir, j'associe ce son à un bruit que je connais très bien et qui y ressemble beaucoup, celui du médaillon d'un chat qui teinte sur le rebord de sa gamelle quand il mange. Et je me demande si une des chattes aurait poussé sa gamelle jusqu'à la porte, mais je me rappelle sur le champ qu'aucune d'entre elles ne porte plus de médaille depuis notre retour. Le silence revient, il y a juste le ronronnement éternel du ventilateur à côté de moi. Je dors avec un ventilateur en tout temps depuis 30 ans, pour le bruit blanc qu'il émet. Le son me paraît a posteriori si aberrant dans la situation que j'ai ensuite un doute de l'avoir réellement entendu. Je me retourne vers ma conjointe, les yeux encore mi-clos, et je l'enlace. Je lui demande si elle a entendu ce tintement. Elle murmure « Non, quel tintement ?» Il s'écoule encore une trentaine de secondes, puis le bruit du ventilateur décline rapidement et s'arrête. Je murmure à Anne « Oh, il y a une panne d'électricité !» Sans bouger, elle tend sa main sur la table de chevet, attrape son téléphone et me répond « Non, il y a du courant. » Ah bah merde, le ventilo vient de mourir alors. Nous restons encore quelques minutes au lit, le temps de se dire bonjour, de s'étirer et d'émerger. Je me dis que le son étrange était peut-être justement le bruit d'une pièce de moteur du ventilateur qui a lâché. Anne se lève de son côté et je m'assois au bord du lit. Je tends la main vers le ventilateur pour vérifier son état et je vois alors quelque chose qui n'a aucun sens. Le ventilateur est débranché de la multiprise. Mais attention, il n'est pas légèrement déconnecté, en fait comme un faux contact. Non, le bout du fil du ventilo se trouve à 10 cm de sa prise. Et le plus insensé, c'est qu'il s'agit d'une grosse prise à 3 branches qui s'insère difficilement dans la barre et il faut tirer avec force pour la retirer. Elle ne peut en aucun cas sortir toute seule et encore moins se retrouver toute seule à 10 cm sans une action physique. Sans toucher à rien, j'appelle Anne pour qu'elle constate elle aussi. Je lui demande « Tu as bien entendu le ventilo fonctionner et s'arrêter alors que je te tenais dans les bras ?» Oui, c'est fou, c'est incompréhensible. Et devant elle, je rebranche l'appareil, avec un peu de difficulté car justement mal adapté et il repart aussitôt. Quelque chose est venu tirer sur le fil, débrancher le ventilateur, une chose avec une certaine force physique pendant que nous étions là, réveillés et tout juste à 1 mètre du lit. Nous ne sommes pas dans une série YouTube ou dans un documentaire d'événements paranormaux, nous sommes chez nous où tout est normal, simple, moderne. Et l'irrationnel percute brusquement, violemment notre réalité. Avec Anne, nous échangeons pendant tout le petit déjeuner pour trouver une piste d'explication rationnelle, mais pas une seule ne tient la route, aucune n'est possible. La prise mal insérée depuis la veille qui s'écarte doucement, impossible. Le ventilateur ne fonctionne pas si la prise n'est pas profondément enfoncée. Et les 2 prises étaient distantes ce matin de 10 cm. Quelque chose est tombé dessus et a séparé les prises. Impossible, il n'y avait aucun objet au sol à part les fils. La connexion est à 50 cm de toute autre chose. Et l'appareil s'est arrêté alors même que j'avais ma conjointe dans les bras. Un chat qui passe, une petite bestiole quelconque. La porte de la chambre est fermée toute la nuit. Les chattes dorment à l'extérieur pour éviter des réveils multiples. En 1 an dans cet appartement, nous n'avons jamais vu ni entendu le moindre rongeur. Toutes ces explications qui seraient déjà tirées par les cheveux sont de plus concrètement impossibles. Et puis en plus, il y a eu ce tintement étrange 30 secondes avant. Sans aucune indication sur son origine. J'y pense toute la journée au travail, tout ça n'a aucun sens. Toute la rationalité, la logique semble s'effondrer. Quand je rentre du bureau le soir, je retourne directement à la chambre pour observer la scène et je réalise alors quelque chose. Je prends le fil de branchement de mon cellulaire posé sur la table de chevet et je frappe, avec la petite extrémité métallique, l'abat-jour en aluminium de ma lampe de chevet. En fait, une lampe de bureau. C'est presque le même son, en plus léger. Et plus doux. Je sors mon trousseau de clés de ma poche et balance l'une d'elles dans le vide pour qu'elle frappe plus fort l'abat-jour. C'est très exactement le son que j'ai entendu. L'abat-jour en lui-même est au bout d'un bras métallique fixé à ma table de chevet et qui part presque à l'horizontale vers le vide. L'abat-jour est donc suspendu à 30-40 cm au-dessus du sol. Alors, environ 1 minute avant le débranchement inexplicable, quelque chose de métallique a heurté ma lampe de chevet. Donc, il y avait quelque chose de bien physique, là, juste à côté de moi, à mon réveil.
qui est resté 1 minute à quelques dizaines de centimètres de ma tête alors même que j'étais déjà réveillée, puis qui ensuite, avec une force bien concrète, a tiré un fil pour débrancher le ventilateur. Et en ouvrant les yeux quelques secondes plus tard, il n'y avait rien dans notre chambre, rien de rien. Croyez-moi, c'était très très perturbant. En plus, vous cherchez à comprendre, plus vous réalisez la situation, plus c'est troublant. Et puis, plus rien. Plus rien pendant des semaines. À vous demander si vous n'avez pas perdu la tête, juste ce matin-là. Qu'est-ce qui serait le plus inquiétant en fin de compte? Heureusement, si on peut dire pour ma santé mentale, les épisodes étranges vont se succéder. Les chattes continuaient de temps en temps à s'arrêter net pour fixer le couloir, mais en toute franchise, et malgré ce qui nous était arrivé, nous ne ressentions aucune inquiétude. Sans doute parce que ce qui se produisait arrivait de façon très espacée dans le temps, ponctuellement, et nous ne ressentions rien d'agressif ou d'inquiétant. Notre quotidien était par ailleurs tout à fait normal. Nous lisons ce soir de Mars dans le salon, ma conjointe et moi sur le canapé, Mimi, ma chatte, compagnonne de vie de 15 ans, de son vrai nom Minane, fait sa toilette sur un fauteuil à côté de nous, bien mieux installé que nous. Puis soudain, il s'arrête net, fixant quelque chose au sol. Je la regarde du coin de l'œil, vérifiant qu'un insecte ne court pas au sol, mais rien. Puis d'un seul coup, elle se met à suivre de la tête quelque chose semblant courir autour du fauteuil, pas en l'air, plutôt vers le sol. Sa tête se met à tourner tout autour du fauteuil rapidement. Ma conjointe et moi-même regardons vers le sol, nous sommes juste à 1,50 m, tentant de voir ce qu'elle suit si assidûment. Mais il n'y a rien, rien de rien. Et ça tourne très vite, elle ne s'arrête pas. Ma conjointe a un geste vers elle, mais je l'arrête aussitôt pour me laisser le temps de prendre mon cellulaire et la filmer. C'est pour vous dire si la scène s'étire et dure. Peut-être 30 secondes. Nous avons largement le temps de voir qu'elle ne suit rien, rien de visible. Puis, bien évidemment, dès que je pointe le téléphone vers Mimi, elle s'arrête, regarde droit devant elle dans le vide, puis reprend sa toilette comme si de rien n'était. Tout ce temps, elle est restée très calme, comme juste intriguée et attirée par... Elle n'a montré aucune inquiétude ou nervosité. La scène ainsi racontée et présentée dans un contexte de choses étranges peut vous paraître un peu banale, mais lorsque vous assistez soudainement à une telle scène, c'est très troublant. Surtout qu'elle a duré un certain moment, qui nous a amplement laissé le temps de bien saisir qu'il y avait, sans aucune ambiguïté, rien. Et encore une fois, ma conjointe et moi, nous nous sommes rassurés en nous disant qu'heureusement que nous étions dans un appartement neuf, dans un environnement moderne, et que notre chat était resté très zen. Il ne fallait ni s'inquiéter, ni se poser de questions. Ça a débuté progressivement, sûrement en février ou mars. Nous n'y avions pas porté attention au début avant que cela devienne régulier à partir d'avril à peu près, et de plus en plus bizarre. Et ça s'est arrêté il y a quelques semaines puisque j'ai enterré Mimi avec tous ses jouets. Donc nous avions 2 chattes, Mimi, ma compagne de 15 ans de vie, et Luna, une jeune minette rousse de 2 ans maintenant. Elles sont diamétralement opposées à bien des égards. Luna est comme une ado qui n'aime pas les câlins et être prise dans les bras et vit dehors. Et elle râle pour tout et pour rien. Mimi est tout le contraire de ce comportement. Elle participe entièrement à notre quotidien familial, écoute et vient nous parler souvent. À 15 ans et après une vie très remplie, elle a ses petites habitudes de mémère. Avec son poids et son âge, les jeux et acrobaties ne font plus partie de son registre d'activité journalière. Plus du tout. Mais elle a malgré tout des jouets doudous achetés par ma fille quand elle l'avait gardée pendant 1 an pour essayer de la divertir et la maintenir en forme. Sans succès. En arrivant ici, elle a hérité aussi d'autres divers jouets et objets, dont une petite balle en laine rouge. Très remarquable. Je lui avais placé tous ses jouets et doudous, 2 poissons en tissu, tout autour de sa maison, un fauteuil sans pattes posé dans une pièce de rangement à côté du salon. Je précise tout cela car ces objets restèrent là très longtemps, comme faisant partie du décor immuable de son nid douillet. Luna, qui ne s'était jamais intéressée non plus à aucun gadget, passé les 3 premières minutes de découverte, ne rentrait jamais dans l'antre de Mimi. La première fois, un matin d'avril, je tombe pourtant, en sortant de ma chambre, sur la petite balle rouge et un de ces poissons au beau milieu du couloir. Le moment de surprise passé, je trouve particulièrement attendrissant que Mimi ait joué et nous ait apporté ses joujoux durant la nuit. Je me dis que décidément, elle se sent bien dans cet appartement et retrouve une seconde jeunesse. Je le souligne et le montre à Anne. Au départ, nous laissons donc ces babioles ainsi sorties pour l'inciter de continuer à jouer. Mais en fait, nous ne l'avons jamais vue, même simplement y porter une attention. Au bout d'un moment, je les ai replacées dans sa maison, puis de façon régulière, mais
épisodiquement. Les jouets se retrouvent le matin à droite et à gauche, dans le salon et le couloir. Je me dis seulement que Mimi a une autre vie la nuit, plus active, et je m'en réjouis. Et à chaque ménage du week-end, ses jouets sont rangés dans un petit local devant sa maison. Puis, malheureusement, Mimi commence à boiter, à être malade plusieurs fois et à ne plus être très propre. Et elle est bientôt diagnostiquée d'un cancer inguérissable. Elle se porte quand même bien, mais évidemment ce n'est plus la grande forme. Ses déplacements deviennent moins fréquents et plus lents. Pourtant, curieusement, il semble qu'elle continue de jouer la nuit. Puis je retrouve un matin la plupart de ses jouets dans sa maison, posés au milieu de son nid. Ce que je ne fais jamais pour ne pas la gêner dans son confort. Oui, je sais, un peu gaga. Je demande alors à ma conjointe si elle les a rangés ainsi, mais elle me répond par la négative, comme une évidence, c'est moi qui gère les chats. Encore une fois, je trouve particulièrement attendrissant que Mimi ramasse ses jouets et les ramène dans sa maison. Attendrissant, mais vraiment surprenant. À partir de ce moment-là, je m'amuse à quelques tests. Quand je retrouve ces objets éparpillés, je les regroupe et les place dans un coin du salon. Et quelques jours plus tard, immanquablement, je réalise qu'ils ont été déplacés un peu partout. Toujours et systématiquement après des nuits. Puis, quelque temps plus tard, je constate qu'une des balles est pile au milieu, sous le canapé, haut de 10 cm. Je la laisse là, et quelques jours plus tard, je la retrouve ailleurs dans le salon. Ni notre garçon, ni Anne ne me disent l'avoir ramassée, et encore moins jouer avec. Il est très difficile d'imaginer ma pauvre mémère se faufiler sous le canapé pour aller chercher son jouet et s'amuser. Quelques jours après l'événement très troublant que je vais vous raconter plus tard, je suis réveillée en pleine nuit par Luna. Elle gratte à notre porte de chambre. Elle avait cette habitude à son arrivée dans l'appartement, mais elle a vite compris que c'était inutile et qu'elle ne pouvait pas entrer dans notre chambre. Elle ne le faisait plus depuis 4 mois. Je lance un « non, pchit !» qui met normalement fin à sa demande. Je mets du temps à me rendormir et une dizaine de minutes plus tard, elle recommence. Mais vraiment furieusement, presque hystériquement, comme jamais elle n'avait fait. Et rien n'y fait, elle continue sans s'arrêter. Après ce qui s'est passé quelques nuits auparavant, je me lève avec un mélange de sentiments inquiets et fâchés. Mais quand j'ouvre la porte, elle s'éloigne nonchalamment. Au réveil, je retrouve tous les jouets éparpillés partout. Cette fois, c'est un peu trop. Mais j'avoue à ma conjointe mes doutes. C'est quand même vraiment étrange ces jouets. Je ne sais pas si c'est réellement Mimi qui joue. On dirait plutôt que quelqu'un essaye de s'amuser avec elle la nuit. Anne me surprend en opinant de la tête et rajoute « Au moins c'est rassurant que ce soit quelque chose ou quelqu'un qui aime les chats ». Ça s'est déroulé sur plusieurs semaines, 4 à 6, mais tout le contexte débute au moment où Mimi a commencé à être malade. Plus exactement quand elle a eu une période à faire ses besoins un peu partout, hors de la litière. J'ai alors fait toute une installation dans le petit local où elle dormait, pour l'accommoder, mais aussi pour nettoyer de fond en comble le cagibi. À cette occasion, j'ai sorti tous les morceaux de l'ancien lit de bébé de notre garçon. Mon objectif était de le remonter, prendre des photos et le mettre en vente, puisqu'il était dans un état comme neuf. J'ai donc posé toutes les parties démontées du lit dans la chambre d'amis où je savais qu'étaient rangées les vis. Le week-end suivant, et je me mets à la recherche des vis que j'avais donc vues quelques semaines auparavant dans le placard de cette chambre. Nous avions rangé là toutes les boîtes de déménagement que nous n'avions pas eu le courage de déballer. C'est comme cela, quand on est un peu nomade, qu'on fait le tri de l'essentiel et du superflu. Si quelque chose reste dans une boîte de déménagement jusqu'au prochain relogement, alors cela veut dire que c'est inutile. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous en séparer. Bref, c'est en étant justement à la recherche de quelque chose dans une de ces boîtes que, quelques semaines auparavant, j'étais tombée sur un grand sac Ziploc bien calfeutré. Je l'avais ouvert pour voir ce que nous avions si bien emballé, et c'était donc les vis du lit de Mo. Et dans mes souvenirs, je l'avais laissé là, en évidence, sur la pile de carton, ou à la limite dans la caisse de petit matériel posé au sommet, pour m'éviter d'avoir à les chercher plus tard. Mais vous aurez déjà compris, quand j'ouvre le placard, je ne vois rien. Quand j'ouvre les boîtes, je ne trouve rien. Je dois vous avouer que ce genre d'événement m'a suivi, presque poursuivi, toute ma vie, de façon particulièrement intense. Si un jour j'en ai l'occasion et surtout le temps de raconter à quel point, je sais que cela arrive à beaucoup de gens. Et saviez-vous que c'est même un sujet d'un des feuilletons de la cultissime série Twilight Zone des années 60 ? L'explication qu'ils en donnent est fabuleuse. Bref, je m'égare encore, donc même si je ne les trouve pas à l'endroit où je n'avais aucun doute qu'elles étaient, je ne perds pas patience, pas tout de suite. Je soupire et méticuleusement je vérifie toutes les boîtes du placard. Rien.
Je fouille le bureau, la table de chevet qui se trouve dans cette pièce. On ne sait jamais, comme je me dis rationnellement et systématiquement, je l'ai peut-être gardé en main pour ne pas le perdre, puis déposé par inadvertance ailleurs. Oui, comme d'habitude. Mais non, rien. Je passe au niveau 2 d'alerte, j'appelle au secours ma conjointe et lui explique la situation. Je dois franchir l'étape vexatoire qui est qu'une autre personne revérifie tout ce que j'ai déjà examiné 3 fois. Mais on ne sait jamais. J'ai appris avec le temps que c'est une issue possible. L'autre personne tombe dessus, même si l'endroit où elle retrouve l'objet vous semble complètement incohérent. La réalité est là. Mais cette fois, non. Les multiples vérifications de ma conjointe comme de moi ne donnent rien. Je passe alors au niveau d'alerte 3, la recherche à tout va. Pas le choix, sinon le lit est juste bon à jeter à la poubelle. Je pars donc à la recherche de ces vis dans tous les endroits possibles, là où j'aurais pu déposer par inadvertance, logique ou pas. Je fouille dans tous nos placards et tiroirs de notre chambre, puis du salon, puis du couloir. Je vérifie toutes les surfaces accessibles par inadvertance, même si Anne dit n'avoir jamais vu ce ziploc en plusieurs semaines, alors qu'elle a fait le ménage vraiment méticuleux et complet de l'appartement. Niveau 4 d'alerte, je retourne à un endroit logiquement impossible, le cagibi de Mimi. Ce serait normalement un emplacement cohérent car j'y ai 2 boîtes à outils et il y a plusieurs rangements. Mais impossible, car la semaine d'avant, rappelez-vous, j'ai entièrement vidé et rangé la petite pièce, j'y ai sorti tous les morceaux du lit, donc si j'avais vu le sac de vis, bref. Nous sommes au niveau 4 d'alerte, qui en compte 5, alors je n'ai pas le choix. Je refouille au complet, au grand complet, le cagibi, y compris bien évidemment les différentes boîtes à outils, mais rien. L'énervement commençant à monter vertigineusement, je décide de passer au niveau d'alerte 5, l'abandon. Ce n'est pas pour faire de l'humour, croyez-en mon expérience, c'est une réelle méthode pour retrouver ces choses volatilisées. Dans quelques jours, en n'y pensant plus, en faisant complètement autre chose, l'un de nous va tomber dessus. 2 ou 3 semaines se sont passées, mais rien n'est réapparu. Et les morceaux de lit sont restés empilés dans notre chambre d'amis. Le mystère demeure, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est évident. Alors je pars dans un magasin de tillage avec le mode d'emploi de l'assemblage du lit pour essayer de retrouver les mêmes vis. Je savais déjà que certaines vis de ce genre de meubles prêts à monter sont très spéciales et se trouvent difficilement dans les commerces au détail. Et en plus, nous habitons une petite ville avec une petite quincaillerie. Résultat, je déniche à peine la moitié des vis nécessaires. Je promets donc à ma conjointe qu'à la première occasion, j'irai tenter ma chance dans une quincaillerie de la grande ville voisine. Et je range mieux les morceaux de lit. Je pense qu'il s'est passé encore 2 ou 3 semaines. J'avoue que j'ai dû rater quelques premières occasions de magasiner ces vis. Je rentre dans le cagibi de Mimi pour prendre des piles, je crois me souvenir. Je baisse les yeux pour ouvrir la porte du petit meuble qui se trouve là. Je crois que j'ai crié. En tout cas, j'ai hurlé dans ma tête. Aucun sens. Le ziploc est posé là, bien en évidence, sur le dessus d'une de mes boîtes à outils. Et ces boîtes sont elles-mêmes posées en évidence au sol devant le meuble. Strictement, totalement, absolument impossible. Je n'ai même pas cherché quelque chose quelque part. Elles étaient là au premier plan devant moi. Aucun commentaire. Au moins cette fois, j'avais un témoin de l'incohérence de cette situation, ma conjointe. Petite satisfaction. C'est à ce moment-là, avec ce qui commençait à ressembler à une succession d'épisodes incompréhensibles, que nous avons intégré en nous qu'il se passait vraiment des choses déroutantes dans cet appartement. Nous n'étions plus dans l'anecdote. C'est un épisode qui ne devait pas apparaître dans cette liste initialement. Comme je l'ai mentionné quelque part ailleurs, je ne parle ici que de ce qui est totalement impossible rationnellement. Il y a eu plusieurs autres petites choses, mais dont l'origine pouvait être explicable par des concours de circonstances par exemple, ou par gestes posés par inadvertance. Dans cette catégorie-là, il y a les bruits. Une journée d'un week-end, alors que je suis sur mon ordinateur dans le salon, j'entends quelque chose tomber lourdement sur le sol. Quelque part vers le couloir. Je me lève et vais vérifier dans chacune des pièces. Je n'y vois rien qui aurait pu occasionner ce bruit. Je finis par notre chambre, où je rejoins ma conjointe qui plie du linge. Je lui demande si elle a entendu, si quelque chose est tombé ici. Elle me répond que non, et au bout de quelques instants, elle ajoute un peu hésitante que ce n'est pas la première fois. Je ne comprends pas sa réponse sur le coup. Elle me dit alors que de temps en temps, elle entend ce genre de bruit, de choses lourdes qui chutent au sol, qu'elle vérifie partout et ne trouve jamais rien.
Bien sûr, il existe des dizaines de possibilités de sources de ce bruit. L'appartement au-dessus ou même celui d'en dessous, bien que nos voisins soient maintenant habituellement très silencieux, le son peut venir de l'extérieur qui entre par une fenêtre ouverte. Les échos peuvent donner l'impression d'un endroit d'origine très différent du réel, un peu comme les électros tombés en panne en série. Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'ai classé dans les épisodes étranges survenant dans l'appartement. Et puis, même si cela était arrivé à plusieurs reprises, ça restait très occasionnel. Et puis, alors même que j'étais en train d'écrire ce témoignage, il s'est passé coup sur coup 2 autres faits liés au bruit. Étonnant. Avant-hier et hier. Je rentre à la maison alors qu'Anne est ici en télétravail. Je pénètre dans le vestibule, enlève mes chaussures et monte quelques marches. Anne vient à ma rencontre dans le salon. « Tu viens de rentrer? Tu n'es pas arrivé il y a 2-3 minutes ?»« Non. »« Ah, j'étais persuadée, plus que sûre que t'étais déjà là. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Très clairement, ça ne pouvait pas être autre chose que toi qui rentre. Et comme nous en avons l'habitude, nous avons un échange de sourires nerveux et n'en parlons plus. » Puis hier, je suis encore dans le salon, à travailler sur mon ordinateur et m'apprête à publier le premier post de ce témoignage. Un énorme bruit claque dans l'appartement en provenant d'une pièce du fond. Un véritable coup de fusil. Je fais un bond sur le canapé et regarde instantanément vers le couloir. Mon chat retombe sur ses pattes, d'un bond en l'air que je n'ai pas vu, et détale dans le salon. Je me lève et pars voir dans le couloir. En m'apercevant que la porte de la chambre d'amis est fermée, j'associe le son et comprends que ce bruit n'était que la porte qui avait claqué. Claqué violemment, très violemment. La fenêtre est effectivement légèrement entr'ouverte. Un courant d'air a dû faire le reste. Je pars dans les autres chambres pour fermer une autre fenêtre qui aurait créé ce courant d'air, mais aucune d'entre elles n'est ouverte. Nulle part dans l'appartement. Je regarde dehors, devant l'immeuble, derrière, sur le côté. Nous avons beaucoup d'arbres tout autour de chez nous où il reste encore accroché aux branches de nombreuses feuilles jaunies de l'automne. Je regarde longuement et aucune feuille ne bouge. Même pas un frémissement, il n'y a vraiment aucun vent. Ça devait être juste une rafale, ça arrive. Mais avec l'histoire d'avant-hier, ça fait beaucoup. Je décide alors de rédiger ce texte concernant les bruits de chute que vous lisez et de l'inclure dans la série Épisodes étranges. À tort ou à raison, j'en suis conscient. Je suis réveillée cette nuit-là par Mimi, qui miaule de sa voix complètement éraillée. Mimi ne miaule pas, à proprement parler. Le son qu'elle sort n'a pas grand-chose à voir. Ce sont des vocalises poussives et répétées avec des tempos différents. C'est pour cela qu'on dit qu'elle parle. Et plus rarement, uniquement la nuit, elle crie. Dans le sens qu'elle pousse fort ses vocalises, qui ressemblent alors à des cris de détresse. Mais ce n'est aucunement le cas. Elle va toujours bien, je le sais, pour me lever systématiquement quand elle commence ses appels. C'est comme si... En quelque sorte, elle lançait « Eh oh, venez voir !» Mais il n'y a jamais rien de spécial. Lorsque j'arrive, elle se met alors à parler, raconter, tout en se dirigeant nonchalamment, mais directement, vers sa gamelle vide. C'est un chat, C'était. Bref, cette nuit-là, elle déchire le silence de derrière la porte de la chambre. Je me lève très rapidement, je la sais gravement malade et reste constamment à l'affût de possibles douleurs. Ouvre la porte, mais elle se tient comme d'habitude au beau milieu du couloir et comme d'habitude, dit quelques mots, fait demi-tour et direction la gamelle. Je la gronde gentiment de risquer de réveiller toute la famille tandis qu'elle s'éloigne tranquillement. En général, ça suffit. Tout va bien et je ne remarque rien. Je ne peux pas vous dire ce qui va suivre étant déjà dans cette situation ou pas. Je me recouche et au bout de quelques minutes, avant même que je réussisse à me rendormir, Mimi recommence à pousser ses cris de détresse. Ça, par contre, ça n'était jamais arrivé. Je me lève alors, inquiet et au radar complet, mais elle adopte la même attitude. Cette fois, je l'accompagne jusqu'au salon, lui donne quelques gâteries et en profite pour aller aux toilettes. À mon retour vers le lit, je constate quelque chose de très inhabituel, en fait qui n'est jamais arrivé. La chambre de notre garçon est fermée, clenchée. Sa porte est toujours ouverte de 5-10 cm. En me rapprochant, je vois en plus que la lumière est grande ouverte. Sur le coup, rien ne m'inquiète, je pense qu'il a été réveillé par Mimi. J'ouvre la porte, mais il dort tranquillement. La grande lumière au plafond est allumée. Je m'approche de lui et m'assure qu'il est profondément endormi. C'est un peu étrange, mais bon. J'éteins et vais me coucher. Je plonge dans le sommeil et ne sais pas combien de temps se passe exactement. La nuit se prolonge après, normalement. Au réveil, je raconte à Anne tout ce qui s'est passé et dont elle en avait vaguement eu conscience. Elle me dit qu'elle va demander à Mo s'il savait pourquoi sa chambre était fermée et la lumière grande ouverte. Sa réponse, et ce qu'Anne m'avoue ensuite, deviennent alors vraiment perturbants. Oui, cette nuit-là, Mo a eu un problème. L'ombre est revenue.
Elle était assise au pied de son lit et ne voulait pas partir. C'est pour cela qu'il s'est levé et allumé, car c'était la seule façon pour qu'elle s'en aille. Revenue, Anne m'avoue alors que c'est la 3e fois que Mo lui parle du nombre. Les premières fois, il disait un monstre qui vient la nuit dans sa chambre. Je la regarde éberluée et lui demande pourquoi elle ne m'en a pas parlé. Elle me répond que ce n'est pas récent, que les 2 premières fois datent d'il y a plusieurs mois en début d'année, qu'elle refusait d'y porter attention spéciale, de le souligner. Mo est un petit garçon qui s'invente beaucoup d'histoires. Elle comptait m'en parler si cela se prolongeait, mais il n'avait plus évoqué de visite ensuite. C'est évidemment l'événement le plus dérangeant, le plus gênant, parce qu'une ombre, la nuit, parce que ça touche notre garçon. Le malaise nous envahit, Anne et moi, mais encore une fois, comme pour les chats, c'est la réaction de Mo qui nous fait relativiser. À aucun moment il ne déclare avoir peur. Et sa mère le trouve même très serein quand il raconte. Lui n'aime pas cette visite et veut qu'elle parte, mais il n'est pas effrayé. Et vous allez voir à quel point. Plus tard dans la journée, je réalise qu'on n'a pas parlé d'un détail. J'ai alors une vraie boule au ventre et je texte ma conjointe aussitôt. « Tu ne m'as pas dit pourquoi la porte était fermée. Qui l'a fermée et pourquoi ?» Ce à quoi elle répond à son tour « Oh mon Dieu, non, j'ai oublié de lui demander. Là, ça me fait peur. » En rentrant à la maison, Mo lui explique tout simplement tranquillement. Comme j'ai dû allumer la lumière, j'ai fermé la porte pour ne pas vous gêner. Comme quoi, il n'était vraiment pas inquiet de ses visites, réelles ou imaginées. Je ne pense pas que, enfant, je me serais enfermée dans ma chambre si j'avais peur d'y voir apparaître un monstre. Ma fille Sam passe le week-end à la maison. Ce n'était pas initialement prévu, alors nous avons un repas de déjà organisé chez des amis d'Anne le samedi midi. Nous la laissons donc seule et revenons en fin de journée. De retour, Sam nous dit qu'elle a passé presque tout son temps dehors, au bord de la rivière, et qu'elle vient tout juste de rentrer avec nous. Et d'ailleurs, qu'elle n'a pas eu le temps d'aller voir, mais quelque chose est tombé dans une des chambres, juste au moment où elle a quitté l'appartement. Nous venions donc de partir aussi depuis quelques minutes. Elle a entendu un gros bruit, comme quelque chose qui chutait au sol. Anne fait le tour des chambres pour vérifier pendant que ma fille et moi discutons, et ma conjointe revient l'air hébété. Alors c'était quoi, quelque chose de cassé ? Non, mais c'est ma table de chevet, tout ce qui était au-dessus et par terre. Comment ça, un chat ? Quand les chats rentrent dans nos chambres, rarement, c'est seulement pour y dormir sur le lit, mais bon, c'est possible. Peut-être, mais Anne semblait vraiment embêtée. Il y a quelque chose de bizarre. Ce n'est pas juste ce qui était dessus qui s'est retrouvé sur le parquet. Il y a aussi ce qui était dedans. Comment ça ? Nos tables de chevet sont des boîtes en bois, comme des caisses qui, déposées par terre avec le côté ouvert vers l'extérieur, forment comme un casier relativement profond. Dans celle de ma conjointe sont disposées à l'intérieur des choses personnelles et notamment des souvenirs d'une personne décédée. Pour qu'un de ces objets soit sur le sol, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller le chercher dedans et le tirer vers l'extérieur jusqu'au parquet. Ça ne peut pas en sortir par le passage d'un chat maladroit qui pousserait et ferait tomber des objets posés sur une tablette. Oui, et c'est réparti sur le sol, pas juste tombé à côté, on dirait que ça a été projeté. C'est vraiment très étrange. Anne n'en explique pas plus ce jour-là. D'abord parce qu'elle ne préfère pas parler devant ma fille de ce qui a été enlevé et jeté en dehors de sa boîte de chevet, mais aussi parce que perturbée par l'événement. Ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'elle me dit qu'elle a l'impression d'un geste de colère. Et étant donné que les objets projetés hors de la caisse étaient 3 des souvenirs de la personne décédée, elle m'avoue alors penser que c'est la manifestation de cet esprit qui lui en voudrait, et que donc, tous les épisodes étranges et troublants qui se succédaient chez nous provenaient de cette personne. À ce moment-là du déroulement des événements, pour nous, et comme pour vous qui découvrez tous ces événements, cette conclusion d'une présence fantomatique semble la plus évidente. C'est celle aussi qui paraît la plus classique, mais vous allez voir avec ce qui suit, où nous plongeons beaucoup plus dans le glitch de la matrice qu'autre chose. Je vais vous parler de notre réfrigérateur. C'est la chose la plus banale et la plus insensée en même temps. Ce qui s'est passé avec ce frigo met toute rationalité à terre. Et les rares personnes les plus proches qui sont au courant, celles qui ont l'esprit le plus ouvert possible, ont même quelques doutes et cherchent désespérément une explication. Mais cela reste complètement et totalement fou. Mais avant de vous raconter cela, comme beaucoup d'épisodes se sont produits, je veux vous rappeler brièvement ce qui s'est passé avec nos électroménagers lors de notre emménagement. Nous avons acheté une cuisinière et un frigidaire dans un magasin d'électro reconditionné et ou de démonstration, qui nous semblait très sérieux puisqu'offrant des garanties de quelques mois, heureusement. En quelques semaines, nous avons dû réclamer 2 dépannages, puis finalement dû faire changer la cuisinière et 2 fois le frigo qui tombait systématiquement en panne au bout de quelques jours. Jamais vu ça, nous répétait le propriétaire du magasin excédé par nos appels.
Le troisième frigidaire accumula aussi des petits problèmes, mais de moindre importance, alors nous avons baissé les bras et l'avons gardé. La lumière interne s'est arrêtée de fonctionner très rapidement et ne fonctionne toujours pas, et le congélateur commença à faire des siennes quelques mois plus tard. À 2 ou 3 reprises, il a décongelé puis recongelé tout seul tout notre stock. Nous nous en sommes aperçus a posteriori en découvrant l'état des produits, notamment des glaces. Il givrait aussi de manière monumentale, rendant difficile l'ouverture du compartiment, une porte-tiroir, et bloquant les rails métalliques sur lesquels glissaient les tiroirs. À plusieurs reprises, Anne et moi avons dû forcer brusquement l'ouverture de la porte et discutions même de devoir finalement changer de frigo. Le 3 août, la porte du congélateur étant quasiment bloquée, je propose à ma conjointe de tout débrancher pour faire fondre la glace, tout essuyer et graisser les rails complètement bloqués. Une fois le tout dégivré, quand je veux retirer les rails, l'un des deux me tombe dans les mains. Je constate que, sûrement à force de brusquer l'ouverture du tiroir, la butée en plastique qui permet aux rails de se déplier a cassé. Mais je vois surtout que la vis au format très spécial qui retient ce rail à la paroi est cassée ou tombée, car n'est plus là. Étonnement, après avoir entièrement tout retiré et nettoyé du congélateur, je ne la retrouve pas. Comment a-t-elle pu disparaître d'un endroit clos comme celui-ci ? Sur le coup, j'ai mis cela sur le compte de la malchance, assez coutumier, et de 2 possibilités. Après s'être cassée ou dévissée, elle était tombée précédemment, soit dans un emballage de produits qui a été jeté ensuite, soit dans la glace et le givre qui ont été retirés et jetés, dans un bac commun à tout l'immeuble. Bref, à ce moment-là, je trouve cela pas plus anormal qu'une mauvaise série d'événements liés à un électrode décidément très médiocre. J'explique et montre la situation à Anne et lui dis que j'essaierai de retrouver une vis similaire pour refixer le rail. En attendant, il faut manipuler le tout avec beaucoup de précaution puisque le rail n'est qu'encastré dans le congélateur et non plus fixé. J'insiste, Anne constate tout ce que je vous explique ici. Après quelques jours de bon fonctionnement et d'utilisation prudente, le congélateur recommence à givrer excessivement et l'ouverture redevient difficile. 2 semaines plus tard, et quelques jours après l'épisode de la table de chevet, j'ouvre le compartiment pour retirer quelque chose et, à ma grande surprise, la porte s'ouvre sans aucun effort et le tiroir glisse tout seul et naturellement. Vraiment interloqué, je referme et rouvre à plusieurs reprises. Non seulement le congélateur n'a aucun givre, disparu, mais les rails se déploient sans aucune résistance, comme ils sont censés le faire normalement. Je me penche pour regarder à l'intérieur et comprendre ce qui fait que le fonctionnement est aussi fluide et que tout reste bien en place. Et avec une énorme, phénoménale stupeur, je constate que le rail est fixé avec une vis. Et pas n'importe laquelle, la vis d'origine, si particulière avec un embout de plastique gris pour la manipuler, celle précisément que nous n'avions pas retrouvée quand j'avais tout démonté. Je crie ma stupéfaction et appelle Anne pour qu'elle observe par elle-même et me donne, en vain bien sûr, une explication. Cela n'a tellement aucun sens que je texte aussitôt à ma fille pour lui demander si, le samedi précédent, constatant que l'ouverture du compartiment fonctionnait mal et où, ayant trouvé la vis quelque part, elle avait réparé le congélateur. Pour toute réponse, elle me rionnait. « Hein, pourquoi veux-tu que je répare ton congélo ? Je ne savais même pas qu'il était en panne. » Anne me confirme 10 fois qu'elle n'y a pas touché, mais au contraire me soupçonne. Je dois lui jurer sur la tête de mes enfants que je n'ai rien fait. Elle suggère alors que peut-être une nuit, dans une crise de somnambulisme, j'ai bricolé quelque chose. Tout ça n'a tellement aucun sens et tellement incohérent que je suis presque prêt à adhérer à cette hypothèse, bien que jamais de ma vie je n'ai fait de somnambulisme. Et puis, de toute façon, il subsiste une énigme totale et absolue. Comment se fait-il que la vis soit revenue alors que tant Anne que moi avions constaté sa disparition ? Je dois vous avouer être resté sous le choc pendant des jours. Après l'histoire de la lampe et du ventilateur, cet événement ressemblait pour moi plus à un glitch de la matrice, comme si le congélateur n'avait en fait jamais eu de problème, comme s'il y avait eu une très légère variation de la réalité. Une différence particulièrement ridicule où dans cette version, notre congélateur a toujours bien fonctionné. Le rapport entre cet événement et un esprit, un fantôme, me semble vraiment incohérent. Signaler sa présence par la réparation d'un congélateur ? C'était peut-être très sympathique de sa part, mais assez futile et loufoque pour nous montrer une présence venue de l'au-delà. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'un événement aussi intensément étrange, irrationnel et en même temps futile et dérisoire ?
Je crois que les mots que j'ai le plus répétés depuis, c'est « aucun sens ». Les choses s'enchaînent alors encore. Seulement 2 jours plus tard, au réveil, je vais préparer le brunch du dimanche matin. Je m'approche de notre hôte à pain qui est posé sur une petite tablette à environ 1 mètre de hauteur. Devant le cabas sont alignées 3 gâteries pour les chats. J'appelle Anne pour lui demander si... Et vous devinez bien sa réponse. Bah non, ça doit être toi. Je sais bien ce que vous allez dire. Bah là, il ne faut pas exagérer, tu les as juste oubliés ou c'est simplement tombé du sac. Non, non, non. Je comprends tout à fait que cela semble évident comme explication, mais c'est strictement impossible et totalement incohérent dans la disposition, l'organisation et le fonctionnement des choses que nous avons ici. La nourriture des chats se trouve de l'autre côté de la pièce. Leur gamelle à côté de leur bouffe. Jamais je n'ai à venir près de cette tablette avec des gâteries en main. Quand je donne, je ne me trimballe pas avec, et si je sors des sacs, c'est que les filles sont là accrochées à mes baskets. Notre garçon, il est trop petit en taille pour atteindre les sacs. Anne, elle me laisse l'entière gestion des chats et ne se mêle jamais de les nourrir. Et puis, encore une fois, c'est quelque chose que l'on constate un matin au lever, et donc quelque chose qui s'est produit la nuit. Il n'y a pas longtemps, début septembre, cela s'est reproduit exactement pareil. Et cette fois, c'est Anne qui est tombée dessus au réveil. Même gâterie, même place incongrue. Au moins, quoi que ce soit qui nous visite dans cet appartement, ça aime beaucoup les chats. Alors ça ne peut pas être mauvais. Septembre a été un mois particulier. Nous sommes partis en vacances 10 jours. Ma fille a gardé l'appartement. Elle avait hâte de voir et savoir si des choses allaient se passer. Mais à notre retour, non seulement il n'y avait eu aucun événement concret, mais elle disait qu'elle n'avait rien ressenti, aucun malaise ou suspecté le moindre fait étrange. Au contraire, elle s'était sentie très bien chez nous et pensait que si quelque chose était dans cet appartement, alors c'était parti avec nous en vacances. Je me dis aussitôt, peut-être bien que oui, justement, mais on en reparlera. Je me suis demandé si ce n'était pas quelque chose qui émanait de l'un de nous 3. Le retour au travail a été très difficile et je suis tombée malade. Il s'est donc trouvé que j'étais à la maison pour les derniers jours de Mimi, ma compagne depuis 15 ans. Son état s'est dégradé brusquement en 2 jours et elle est partie un matin à 4 heures. J'ai entendu son ultime souffle. Je suis content d'avoir été là pour elle jusqu'à la dernière seconde. À cette occasion, il s'est passé quelque chose de complètement fou, mais je le garde pour moi. Je dois vous avouer que ce départ m'a effondré. C'est tout un morceau de ma vie qui s'est envolé. Il m'a fallu quelques jours pour m'en remettre. La fin de ce mois de septembre a été encore plus compliquée. Question travail et santé, et puis, comme toute chose, ça a fini par se tasser et rentrer tout doucement dans l'ordre. Au niveau de cette série d'événements étranges, il ne s'est rien passé de mi-août à mi-octobre, donc 2 mois sans rien de déroutant. Alors, tout commençait à être derrière nous. Dimanche 13 octobre, 20h45. Mathieu dort. Anne prépare un thé debout dans la cuisine. Je me lève pour aller aux toilettes avec mon 2e téléphone sans carte SIM. L'autre, le vrai, est sur la table du salon. Une fois assis sur les WC, mon téléphone sonne. Un dimanche à cette heure-là, c'est assez inhabituel et donc naît aussitôt une petite pointe d'inquiétude. Je lance à Anne qui est dans la cuisine. « S'il te plaît chérie, tu peux regarder qui m'appelle, je suis aux toilettes. »« Oui, j'y vais. » Silence. Le téléphone continue de sonner. « Alors ? Mon téléphone est sur la table, c'est qui ?» Je l'entends marmonner de façon inaudible. « Chérie, je ne t'entends pas, c'est qui ?» Marmonnement encore, et elle dit son nom. « Quoi ?» Puis enfin, elle dit d'une voix très forte. C'est moi qui t'appelle, mais ce n'est pas moi. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. » Ne saisissant pas ce qu'elle veut dire et le téléphone s'arrêtant de sonner, j'attends de sortir des toilettes pour qu'elle m'explique. Quand je la vois, elle a un sourire nerveux. Écoute, je ne comprends rien à ce qui se passe. J'étais là, je faisais le thé, mon téléphone était là-bas au bout du comptoir, à 3 mètres environ, et ton téléphone a sonné sur la table, encore 3 mètres plus loin. Je suis allée voir comme tu me l'as demandé et il y avait écrit sur l'écran « Anne, moi ». Quoi? Mais tu n'as pas touché ton téléphone ou bien posé quelque chose dessus qui aurait déclenché l'appel? Pour toute réponse, elle répète mot pour mot ce qui venait de se passer. Et tu as regardé ton téléphone pour vérifier? Oui, aussitôt. Et oui, il était bien en train de t'appeler, mais ce n'est pas moi, je te jure, c'est complètement fou. Je ne pourrais pas trop vous dire pourquoi, mais cet événement, le dernier en date, m'a mis mal à l'aise. C'est pourquoi j'ai décidé de réagir, d'écrire tout ce long témoignage que vous venez de lire, en détail pour que vous saisissiez toute l'incohérence et l'étrangeté des situations. Nous aimerions comprendre ce que c'est, qu'est-ce qui se manifeste exactement, de quoi nous sommes témoins. Sommes-nous impliqués et concernés dans le sens personnellement interpellés pour une raison X ou simplement témoins aléatoires de phénomènes incohérents et chaotiques? À votre avis? Sur ce, je vous souhaite une horrible soirée d'Halloween. Ciao.